Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 17 mars 2024 et vous écoutez Radio Taïwan International. Surtout, ne changez rien, c'est Florian Dai, Meg Wang et François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission On en parle à Taïwan. En plus des ondes courtes, vous êtes invités à retrouver aussi le programme musical dominical habituel, à savoir Partitions orientales, consacré aujourd'hui à un concerto de l'orchestre Formosa Melody autour du mont Alishan. Et puis, en fin de programme, c'est Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino qui vous attend. Bonne écoute à toutes et à tous. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International et aujourd'hui On en parle à Taïwan est animé par Meg Wang, Florian Dai et moi-même François-Xavier Boulet alias Fix. Et aujourd'hui, quels sont les sujets que nous avons préparés ? Alors, je pourrais commencer par un sujet qui est lié au système d'adoption d'enfants. Adoption d'enfants, d'accord. Au sein de la société taïwanaise avec un récent scandale en fait. D'accord, bon, on a hâte de suivre ça. Moi, je vais partir dans une ambiance complètement différente parce que le mois de mars, c'est le mois des roses à Taïwan, donc je vais vous parler du jardin des roses. Pas mal. Et puis, À Taipei. À Taipei, oui. Et vu que le mois de mars, c'est aussi cette semaine le Tour de Taïwan, alors coup, moi, je je vais vais vous parler dire, de vélo, mais pas du Tour de Taïwan, mais on va plutôt parler des vélos en libre service. Alors, il n'y a pas très longtemps, on a parlé des U-Bike, dont la première demi-heure devient gratuite, est redevenue gratuite à Taipei depuis le 28 février dernier. Et aujourd'hui, on va voir qu'ils vont bientôt devenir électriques un peu partout. Voilà, c'est tendance, ça commence, Oui. mais c'est annoncé pour dans les 6 mois à venir, un peu généralisé dans les deux Taipei. Donc, je pense que c'est moi qui ai le sujet le moins joyeux pour le week-end. Je suis désolée, mais on pourrait commencer, comme ça on pourrait passer à autre Exactement. sujet pour oublier cette ambiance très tragique. Alors, cette histoire est arrivée en décembre dernier. Oui, Il y a un bébé, un petit garçon de l'âge d'1 an, qui est issu d'une famille, ce qu'on appelle à Taïwan une famille fragile. Donc, pendant que la mère était pendant la période de grossesse, elle avait déjà déclaré à la mairie du Nouveau Taipei qu'elle ne serait pas en mesure d'élever son enfant. Et du coup, avec le bureau des affaires sociales du Nouveau Taipei, la famille a plutôt signé un contrat comme quoi on prendra en charge cet enfant une fois qu'il sera né. D'accord. Mais pour une raison X ou Y, après l'accouchement, la mère Elle est revenue sur elle sa est perdue décision de contact. On a perdu de contact. Du coup, le bureau des affaires sociales du Nouveau Taipei a dû contacter par la suite la grand-mère du bébé Oui, pour prendre en charge, pour savoir si la grand-mère pouvait prendre en charge le bébé ou alors s'il fallait que les autorités publiques interviennent. Et effectivement, la grand-mère a décidé de laisser son enfant dans le système social en vue d'une adoption. d'accord. Voilà. Et du coup, selon la procédure normale, c'est une association qui s'occupe des enfants qui est intervenue Oui, dans le but de confier le bébé à une nounou oui. légale reconnue par l'État avant de trouver une famille d'adoption. Oh, d'accord. Donc c'est une étape Une étape intermédiaire, comme Intermédiaire. une famille d'accueil, plus Voilà. qu'une nounou. C'est plus une famille d'accueil. Donc, il y a une nounou qui est certifiée par l'État avec sa sœur qui est censée de garder ce bébé d'1 an. D'accord. Voilà. Du coup, tout passe par cette association qui est un peu l'équivalent de la DAS en fait. Voilà, tout à fait. Et malheureusement, le scandale est intervenu en décembre dernier parce que, de toute évidence, par d'abus de violence, le bébé est mort en fait. Et du coup, cette histoire était restée inconnue de la société taïwanaise. C'était toujours traité discrètement au sein de la société, sans une intervention concrète des autorités non plus. Et du coup, ce n'est que récemment que le média a su ce dossier et a commencé à en parler. Et la police est intervenue
et c'était une certaine demoiselle Chen qui travaille pour l'association, l'équivalent de la DAS, qui doit être interpellée par la police et interrogée par la police pour clarifier toute la procédure parce qu'on est censé, selon la procédure normale, de rendre visite à la famille. Je crois que c'est 3 fois par an en fait, pour savoir si l'enfant, effectivement, le bébé ici, est bien pris en charge. Et voilà. Et du coup, parce qu'entre-temps, sans que les travailleurs sociaux puissent rendre visite à la famille, les nounous, la famille d'accueil doit renvoyer régulièrement des photos pour montrer la situation de bébé en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, cette histoire est devenue un scandale à Taïwan. D'une part, il y a eu un problème effectif dans la procédure d'adoption d'enfants, dans le système d'accueil. Est-ce qu'un médecin doit intervenir régulièrement? Et est-ce que les travailleurs sociaux ne doivent pas multiplier leurs visites aux familles d'accueil pour assurer la situation du bébé? Est-ce que les travailleurs sociaux ont la capacité de déterminer si effectivement, oui ou non, l'enfant est abusé en fait? Ce genre de discussion sont nées. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est que du coup, la police est intervenue. On devait on devait ramener cette travailleuse sociale du Nouveau Taipei elle devait être convoquée à la justice, au commissariat. Et du coup, c'était les policiers qui sont allés l'embarquer, on pourrait dire. Et du coup, elle avait son masque, elle avait son chapeau. On ne voyait pas vraiment sa tête. Parce que les médias attendaient. Oui, et le problème, c'est qu'elle a été menottée. Et ça a créé un débat au sein de la société. Parce qu'effectivement, selon l'ordre des procureurs pour ramener cette dame à la police, on pouvait la menotter. Pour toute interpellation, c'est possible d'être menotté. Mais c'est aux policiers de juger par rapport à la situation si... C'était pas obligatoire non plus, en fait. Voilà. Il y avait tout à fait moyen de ne pas la menotter. Comme elle était tout à fait... consentante, elle répondait, elle n'avait pas l'air de faire mine de s'enfuir, donc il y avait peut-être pas forcément de justification en fait. Tout à fait. Est-ce que menottes. C'était une application qui est disproportionnée par rapport à la situation, par rapport à la peine qui est en cours cette dame? Et puis j'ai vu aussi des plaintes par rapport au fait que l'identité de la personne est censée être protégée et son intimité en plus parce qu'elle vient juste en tant que témoin. Il me semble qu'elle n'est pas soupçonnée, enfin ou c'est pas encore sûr, mais en tout cas c'est pas encore sûr, c'est pas encore très clair. Voilà, mais ils l'ont fait passer par la porte principale où il y a des tas de journalistes qui attendent, alors qu'ils auraient pu essayer de lui fournir une issue plus discrète, et ça n'a pas été le cas non plus. Voilà, tout à fait. Et du coup, c'est tout un volet de discussion qui a lieu au sein de la société taïwanaise. On ne voit pas souvent ce genre de discussion parce que la plupart du temps, lorsque les médias suivent une arrestation, c'est souvent des personnes vraiment justifiées. Et du coup, c'est menotté ou pas, ça dérange personne. Mais là, cette fois-ci, vraiment en tant qu'une travailleuse sociale, est-ce qu'elle a fait des choses qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'il a manqué? Est-ce qu'il a eu une négligence? On ne sait pas encore, mais est-ce qu'il fallait la menotter? C'est vraiment une discussion qui a lieu en ce moment à Taïwan. En tout cas, ce qui est bien, malheureusement, dans ce dossier, c'est que le gouvernement est intervenu et du coup, ils sont en train de discuter la multiplication des visites, comme on disait, et l'intervention des médecins pour que la procédure de garde d'enfants avant l'adoption officielle soit correctement menée, en fait. C'est ça qui a probablement besoin de plus de subventions aussi de la part du gouvernement. Tout à fait, parce que j'imagine une travailleuse sociale qui s'occupe de beaucoup d'enfants ne peuvent pas se permettre à inspecter toutes les familles d'accueil à la fois. Du coup, c'est toute la procédure qui doit être revue dans son ensemble, en fait. Oui, et d'après une structure des affaires sociales, actuellement, il y a environ 500 enfants qui sont en attente d'être prise en charge d'être avant d'être adopté. Transféré à une d'adoptée officielle en fait, et dont 205 qui ont moins de 3 ans en fait. Voilà, du coup ça veut dire que l'inspection doit être encore plus fréquente parce que ces enfants ont du mal à s'exprimer aussi, à se faire entendre en fait. Et pour les familles d'accueil, il faut forcément qu'un des majeurs ou tuteurs soit assermenté ou...
Oui, tout à fait. Il faut un diplôme, en fait. C'est pour ça qu'il est... Du coup, c'est pas que la base de volontariat. Une famille dirait, tiens... Non, c'est pas du tout ça. C'est pour ça cette histoire est assez étrange, parce que la dame d'accueil est certifiée par la ville de Taipei, en fait. C'est quelqu'un qui... Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que l'enfant soit violenté. En tout cas, ce qui est bien dans cette histoire, heureusement, c'est que toutes les autorités, que ce soit le président élu, la Qingde, ou le premier ministre, Chen Jianren, tous sont derrière les travailleurs sociaux pour dire que c'est pas uniquement leur faute que s'il y a un problème qui intervient cette fois-ci. C'est probablement tout le système qui le système qui doit être revu. Il y a à peu près 20 000 travailleurs sociaux à Taïwan qui s'occupent de ce genre. Du coup, ça, c'est pas beaucoup en fait par rapport à tous les dossiers à traiter. Et du coup, en tout cas, on espère que ce dossier serve d'une leçon en fait à Taïwan, qu'on étudie vraiment ce qui doit être amélioré dans le système pour éviter ce genre de tragédie en fait, on pourrait dire. Tout à fait. Oui, alors, c'est ça. Et puis l'autre question, c'est comment est-ce que les personnes qui sont interrogées par la police sont traitées? Est-ce qu'on les fait passer par là où il y a des journalistes ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a vu sa photo partout ces derniers jours. Oui, donc, mais ça, on voit ça, j'allais dire, pour chaque affaire ou presque à Taïwan, tu as les médias qui sont là avant que la police intervienne souvent. Alors comme Meg le disait tout à l'heure, ça choque pas d'habitude si c'est des criminels qui sont appréhendés, interpellés. Mais c'est vrai qu'on voit souvent pléthore de médias à chaque interpellation. Et c'est vraiment... Et les identités qui sont divulguées, on ne sait pas non plus comment, mais... Et c'est par le passage de la porte principale, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter, dans le sens où récemment, il y a quelques mois, il y a un acteur coréen qui est interrogé pour, je ne sais pas quoi, une affaire, je crois c'est drogue. Et il a été interpellé plusieurs fois par la police. Et à chaque fois, il devait passer par la porte principale, qui est toujours attendue, où il y avait toujours des médias. On ne savait pas pourquoi. Les médias savaient déjà quelle date l'acteur était convoqué, et il a fini par se suicider en fait. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose que toute la société doit être un peu plus vigilant et compréhensif par rapport à la protection des droits de chaque personne en fait. Surtout ce dossier est suivi par autant de médias en fait. C'est surtout ça en fait. C'est aussi un problème de couverture médiatique à Taïwan. Tout à fait. Qui veulent absolument avoir l'image choc, la phrase parce que la pression sociale qui vient après sur une personne, c'est énorme, pas à cette époque où les réseaux sociaux sont aussi présents en fait. Donc il y a aussi la déontologie des médias qu'il faut revoir dans cette affaire finalement. Bon, donc on ne va pas diffuser sa photo. Non, c'est sûr que non. On va mettre une photo un peu plus joyeuse d'une rose par exemple. Oui. Alors avant la rose, j'avais envie moi de continuer en roue libre, en vélib, en vélo en libre service, donc les U-Bike. On sait qu'il y a plusieurs versions. Il y avait la version 1.0, la toute première à avoir vu le jour à Taipei il y a plusieurs années de cela, qui sont déjà remplacés par ceux de deuxième génération. Et aujourd'hui, non pas une troisième génération, mais une deuxième génération électrique. Donc c'est le U-Bike 2.0E. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas troisième génération, ça veut dire que c'est le même système de bornes. Donc on peut les garer au même endroit. Heureusement, je peine déjà à suivre de passer de 1 à 2 en fait. Et maintenant, tous les vélos sont remplacés. Pas tous, pas partout. Ah bon? À Taipei, ils sont tous remplacés. Dans le nouveau Taipei, il y a encore les deux systèmes. D'accord. Et sur les 11 villes et comtés que compte Taïwan, il y a un qui n'a que le 1.0, qui n'a pas encore du tout le 2. C'est Jiayi. Non, c'est Taoyuan. C'est étonnant, hein. Ah non. Taoyuan n'a que le 1.0, mais il devrait vite passer au 2.0. Et ils ont envie aussi de lorgner, bien sûr, sur la version électrique. J'ai compris. À Jiayi, c'est là, il y a toujours la version la plus avancée, compte tenu de l'âge de la population. Oui. Voilà. Donc Taoyuan, dans cette logique, doit être la ville la plus jeune, en fait. Voilà, peut-être. En tout cas, de nouveau Taipei, c'est la ville, la super municipalité qui vient d'annoncer cette semaine qu'elle va mettre en place les U-Bike électriques en coopération avec la société qui gère les U-Bike d'ici les 6 prochains mois. Donc c'est en octobre prochain. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront tous remplacés. Il y aura les deux options. Et dans certains lieux, il y aura des vélos électriques.
La location sera plus chère, on va revenir dans le détail de tout cela dans un instant, mais ça peut permettre à ceux qui veulent prendre un transport propre, mais qui n'ont pas envie de trop transpirer, de pouvoir avoir le vélo électrique. Ou de ne plus faire le relais métro, vélo par exemple. C'est possible aussi. Donc ça vise aussi certains lieux d'affaires où les gens aussi sont costard-cravate ou habillés pour un rendez-vous. Ou en jupe. Voilà, qui ont besoin d'un rendez-vous et qui n'ont pas envie de transpirer, de froisser leurs habits. Et s'ils ont en vélo électrique, ce sera plus facile, même si souvent, ce n'est pas leur choix de transport privilégié. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui manque à Taipei, électrique ou pas. Ce qui manque, c'est des pistes plus en sécurité, en fait. Alors c'est sûr, c'est un problème, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je sais. En tout cas, les vélos électriques qui sont annoncés, ils épousent un système qui n'est pas 100% électrique, c'est l'assistance au pédalage. Donc, il faut quand même pédaler, mais ça propulse, en fait. Chaque coup de pédale propulse un mini-moteur qui fait que le vélo est lancé plus rapidement que si tu pédales sans cette assistance électrique. C'est avec ce genre de vélo... Si tu pédales pas, tu peux pas avancer juste au moteur, en fait. C'est pas comme une petite mobilette ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est limité à 25 km/h, en fait, ce genre de vélo. Tout à fait. Il y a une limite de vitesse. De toute façon, sur les pistes cyclables à Taïwan, on n'a pas le droit de dépasser les 30 km/h. Donc, si on les dépasse, on peut être verbalisé. Ça m'est déjà arrivé de le dépasser et ça m'est arrivé de me faire dépasser tout en étant déjà moi aussi à une vitesse assez rapide. Et personne ne dit rien. Personne tant ne que c'est pas contrôle, dangereux, en fait. C'est pas contrôlé. En fait, souvent, le fait qu'il y ait beaucoup de piétons, des arrêts de bus au milieu, tout ça, ça fait qu'on n'a pas vraiment moyen d'aller très vite. Voilà, il faut que ce soit dans des zones plus isolées, genre les bords de rivière. Exactement. Et que c'est pas une heure où il y a beaucoup de monde. Ah, c'est possible d'aller plus vite. Tout à fait. Donc à 5 h du matin, tu peux en fait, à 30 km/h. Voilà. Alors pour en revenir au nouveau Taipei, le directeur du bureau municipal des transports, un monsieur qui s'appelle Chong Ming-shu, a indiqué que le conseil municipal a lancé les discussions avec YouBike pour acquérir ces vélos, mais vu qu'ils coûtent un peu cher encore, les tractations sont encore en cours pour essayer de baisser le coût. Parce que chaque unité coûte 60 000 $ taïwanais, c'est environ 2 000 €. Alors que le vélo qui n'a pas l'assistance électrique, le YouBike 2.0, ne coûte à l'achat que 28 000. Enfin, je dis que c'est déjà cher pour un vélo. C'est hyper cher. 28 000 $ taïwanais. Oui. Mais parce qu'il y a tout le système électrique aussi quand on passe la carte. Ah oui, c'est surtout ça, je pense. Il y a tout ça qu'il y a à prendre en compte, mais c'est réparti sur l'unité du vélo, en fait. Parce que c'est pas de vélo très sophistiqué, en fait. Non, mais quand tu es une société qui vend ses services, tu es obligé de répartir, de répercuter les prix et les diviser comme ça à l'unité. C'est logique aussi. Voilà. Et du coup, ils sont en train d'essayer de baisser les prix, sachant que le tarif pour les usagers, si on prend un YouBike normal, vous savez combien ça coûte après la demi-heure gratuite? Je crois que c'est 5 $ le quart d'heure ou la demi-heure. C'est 5 $ par demi-heure. Puis au bout de 2 heures, on augmente à 10 $. Puis au bout de 4 heures, à 20 $. 5 $, c'est quoi? C'est 60 centimes euros? Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Il faut 30 $ taïwanais pour faire 1 euro. Ok. Voilà, donc vous faites la conversion avec vos petites calculettes si vous nous écoutez. Et puis on est nuls en maths tous. Pour le vélo électrique, ce sera 20 $, donc 4 fois plus cher que le vélo non électrique pour la location. Une demi-heure. La première demi-heure n'est pas annoncée gratuite pour l'instant, mais pour une demi-heure, c'est 20 $ taïwanais. Et au bout de 2 heures, ça passera à 40 $ la demi-heure, donc un petit peu plus d'1 euro. C'est-à-dire, si tu le gardes plus que 2 heures, les 2 premières heures, chaque demi-heure te coûte 20 $. Autant de prendre le métro. Et au-delà, ça te coûte 40 $. Parce que j'ai l'impression que le but de ça, c'est aussi ça vise aussi les balades du week-end. Donc, les gens qui veulent s'isoler et aller dans un parc où le métro ne va pas forcément, ils peuvent prendre le vélo, le garer, faire leur Parce que la distance la plus courte au niveau de tarif pour métro, c'est 25 $ taïwanais en fait. Un petit peu plus que ça. Ouais. Ah, la plus courte. La plus courte, je pense que c'est 20. C'est quelques stations. 20, je crois. 20. Donc c'est quelques stations. En fait. Tout à fait. Et donc, l'autonomie de ce vélo. C'est à peu près le même tarif, mais ça permet, c'est autre chose. Liberté en fait. Voilà. Et puis il y a beaucoup plus de stations de YouBike que de métro. Et il y aura encore plus de stations de YouBike qui vont être déployées avec ce système-là. Le nouveau Taipei annonce déjà qu'il va enlever tous les anciens systèmes 1.0 pour les remplacer justement par les 2.0 qui sont adaptables pour la version non électrique et électrique.
même si ce ne sont pas toutes les stations qui verront au départ les vélos électriques sur leurs bornes. Et là, le conseil municipal ne s'entend pas encore dans le nouveau Taipei. Les différents conseillers ont différents points de vue pour voir quel endroit privilégier. Est-ce que c'est plutôt les quartiers d'affaires, les quartiers qui on utilise le plus le U-Bike à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on vise plutôt les lieux plus isolés? C'est le cas de la conseillère Chung Yu-eun du DPP qui, elle, souhaite que ces vélos soient à assistance électrique, visent plutôt les lieux plus éloignés parce qu'on a plus besoin sur une longue distance de cette assistance au pédalage. Voilà, donc ça, la municipalité du Nouveau Taipei est encore en train de discuter entre eux en conseil municipal sur ça pour pouvoir s'entendre aussi avec le U-Bike, bien sûr. L'autonomie de ces vélos, si vous voulez le garder longtemps et faire beaucoup de kilomètres, l'assistance au pédalage, elle a une autonomie de 80 km pour un usager qui fait en moyenne 80 kg. Donc si on pèse plus que 80 kg, l'autonomie est moins que 80 km et vice-versa. Si vous êtes plus léger que 80 kg, vous pouvez espérer atteindre les 100 km d'autonomie. Bon, en même temps, si on part avec un U-Bike, on fait rarement 80 km. Je veux dire... C'est vrai. En tout cas, dans les 6 prochains mois... On pourra le prendre pour aller à Yangmingshan, par exemple, avec l'assistance à la montagne. Ça nous permet même d'arriver à l'aéroport international de Taoyuan et de prendre l'avion, en fait. Voilà, si on le souhaite. Mais par contre, il vaut mieux pas l'amener avec toi. Non, dans l'avion, c'est pas facile de prendre. Et puis là, ça ferait cher la location, du coup. Alors, il faut savoir qu'il y a 8000 U-Bike de première génération qui vont être retirés dans les 6 prochains mois, du coup, pour le nouveau Taipei. Et après, il n'y aura plus que Taoyuan qui aura des 1.0 à retirer aussi pour passer à l'assistance pédalage 2.0 et 2.0 électrique. Qu'est-ce qu'ils font des anciens U-Bike, des 1.0 ? Ils sont reconvertis ou revendus. Voilà, donc ils sont modifiés et revendus ou modifiés pour être convertis en 2.0, sachant que le système est assez différent et que ça demande beaucoup de logistique pour les modifier, parce que même au niveau du cadre, c'est un système très différent. Ouais. Donc ça avait beaucoup de choses à changer. Et le nouveau Taipei compte actuellement 18 000 U-Bike 2.0 sur 1289 stations où on peut les prendre et les remettre. Et ça passera à 21 000 vélos électriques ou non électriques. Et il y aura 1800 stations de plus de créer... 600 stations de plus, donc 1800 stations au total dans les 6 mois. Donc en octobre, normalement, ce vélo électrique sera déployé. La grande question, c'est... Il peut être utilisé dans les mêmes bornes parce que c'est le même système, mais est-ce qu'il sera toléré de le mettre dans toutes les bornes ou certaines bornes seront réservées qu'aux 2.0 non électriques? Ça, U-Bike n'a pas encore annoncé. C'est une intelligence à développer en fait. Tout à fait. En tout cas, il y a déjà ce système de vélo électrique à l'essai à Kaohsiung. Il est utilisé en moyenne entre 8 et 10 fois par semaine avec un creux qui tombe à 3 fois par semaine au moins. Chaque vélo, tu veux dire? Un vélo, voilà, électrique. C'est moins que les vélos non électriques, mais c'est plutôt encourageant d'après U-Bike qui cherche bien sûr à vendre sa formule et puis à les généraliser. Voilà. Donc on espère que pour eux que ça va marcher. À Tainan, il commence à y en avoir. Chaque ville est comptée à soit son propre système, soit cet aspect concurrentiel ou non du vélo libre service. Voilà, gratuit ou pas, c'est la question. C'est à toi qui habites dans le Nouveau Taipei de faire l'essai pour nous, en fait. Voilà, j'ai déjà mon vélo. Alors, il n'est pas électrique, mais je vais pas en louer un alors que j'ai le mien qui m'attend. Voilà, mais on pourrait essayer. À moins que tu fasses du vélo depuis la radio pour aller ailleurs, par exemple. Et voilà, là, ça peut être intéressant. Sachant que depuis quelques mois maintenant, il y a une borne de U-Bike pas très très loin, juste à la sortie de la radio. Parce qu'avant, il fallait marcher assez loin pour en avoir un. J'espère à l'avenir, RTI ne va pas nous dire de faire des interviews à vélo sans nous rembourser le taxi. Non, je plaisante. On vous rembourse le U-Bike. Le U-Bike. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Et on va terminer donc au Jardin des Roses. Voilà, donc on peut faire un petit tour jusqu'au Jardin des Roses parce qu'effectivement, ce n'est pas un lieu qui est facile d'accès en métro. La station de métro la plus proche, c'est Yuanshan. Oui. Mais après, il faut traverser tout le parc de Yuanshan. Avec un vélo non électrique, c'est bien aussi. On peut y arriver. Ça marche aussi tout à fait. Même à pied, à pied, ça prend une dizaine de minutes. Mais la transition était belle.
Donc, c'est ça, il faut traverser le parc de Yuanshan en direction du musée des Beaux-Arts, et c'est juste derrière le musée, en fait, et même un petit peu derrière tout le bloc qu'il y a avec le musée. Donc, c'est un parc qui est accessible toute l'année, mais pendant le mois de mai, il y a vraiment l'exposition des roses. Mai ou mars? Mars. J'ai envie de dire mai parce que c'est plus en mai qu'il y a les roses en France, mais en fait... on est un pays tropical. C'est ça. Ça arrive plutôt. Je sais rien, en fait. Et donc, pendant le mois de mars, il y a aussi des navettes de bus, en fait, depuis Yuanshan, toutes les demi-heures. Pour aller jusqu'à ce parc, pour aller jusqu'à ce jardin, c'est ça. Donc, c'est un jardin qui est là depuis 2010, puisque... Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2010 ? Il y avait l'expo internationale. Les Floralies internationales, oui. Exactement. Donc, c'est à ce moment-là que le parc Xingsheng, dans lequel est situé le Jardin des Roses, était l'une des 4 grandes zones d'exposition florale. Et c'est donc suite à cette exposition que c'est devenu un parc avec des rosiers de manière permanente. Donc, il y a plusieurs zones différentes avec des ambiances assez variées. Parfois des plants plus grands qui portent des noms de personnes qui les ont offertes ou sponsorisées, des roses plus célèbres, des variétés particulières. Et puis une autre avec plutôt jardin anglais où il n'y a pas que des roses non plus. Ça change aussi de temps en temps parce qu'ils réaménagent régulièrement les endroits. Un petit coin avec des sculptures aussi, un endroit plus romantique avec une petite fontaine en forme de cœur. Enfin, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Mais voilà, il y a cette exposition qui est en mars tous les ans, qui a été inaugurée cette année d'ailleurs, il y a une semaine à peu près, par le maire de Taipei, Jiang Wan'an. Et, une rose parmi les roses. Passons. On en apprend tous les jours sur tes goûts fixes. Je parlais plutôt des sujets épineux. Enfin voilà, donc il y a toutes sortes de roses. Il y a 5000 pieds de 800 espèces différentes cette année. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est très varié. C'est très très varié. Et donc il y a des roses de toutes les couleurs. Noires aussi, je suppose. Il y a des noirs, il y en a des violettes très très foncées, c'est ça, des rouges, des roses pâles, des blanches, des jaunes pâles, jaunes plus foncées, orangées. Il y a même des roses vertes aussi. Des bleus. Des bleus, il y en a qui sont, c'est ça, violets presque bleus. Les bleus, ça se vend souvent très cher lors de la Saint-Valentin, en fait. Ah, c'est vrai ? Oui, à Taïwan. Et puis, il y a des bicolores avec un peu mouchetés, ou bien les pétales extérieurs, le bout des pétales ou le cœur d'une couleur un peu plus sombre. Il y en a qui ont très peu de pétales et puis d'autres qui en ont beaucoup plus. Il y en a des petites comme un pouce à peu près et puis d'autres qui sont grosses comme la paume de la main. Donc c'est très très varié. Donc c'est la grande saison pour aller visiter ce jardin. C'est la grande en fait. saison. Il y a des plus rondes et puis d'autres qui sont plus pointues quand les pétales sont un peu enroulés. Ça fait des formes différentes aussi. D'accord. Il y en a qui sont toutes basses près du sol et puis d'autres avec des rosiers plus grands, voire des grimpants aussi. Il y a des arches et tout un couloir qui est ça doit être beau, ça aussi. Avec une arche autour. Donc ça c'est très beau, ouais. Et puis il y a aussi des tas d'odeurs différentes. Parce que c'est très beau à voir, mais c'est aussi des odeurs très particulières, des parfums, et qui sont aussi très très variés d'un plan à l'autre. Parce que souvent on sent une rose à la fois ou une espèce, mais on a rarement l'occasion d'en sentir autant. 800 à la fois. 800. Bon, alors on va peut-être pas toutes les faire, mais les parfums sont assez variés de l'un à l'autre. Les parfums sont très très variés. Il y en a qui sont presque neutres ou qu'on sent à peine, et puis d'autres qui sont très très forts, des plus sucrés, des plus piquants, Enfin, j'ai pas trop de vocabulaire là-dedans, mais il y a vraiment une très très grande variété de parfums. Et je trouve que c'est chouette de faire une visite olfactive aussi. Parce que c'est quelque chose qui est assez peu souvent mis en valeur. Enfin, on visite rarement avec son nez. Et là, c'est vraiment l'endroit idéal. Et puis, quand j'y suis allée la dernière fois, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait une rose en particulier qui m'a rappelé
une odeur de rose qu'il y avait dans le jardin à la maison quand j'étais petite. Et donc, c'est vraiment l'effet de la Madeleine de Proust, où à travers les odeurs, ça nous ramène à des endroits différents, à des époques différentes. C'est génial, ça, comme expérience. Ouais. Et je m'y attendais pas du tout. Enfin, effectivement, j'avais vu qu'il y en avait qui ressemblaient à des roses que j'avais vues ailleurs. Mais avec cette odeur particulière-là, voilà, ça m'a fait voyager un petit peu. Donc, c'est aussi une visite vraiment que je recommande, si vous y allez, de faire avec à la fois les yeux et le nez. Voilà. Qui mérite une balade absolument de quelques heures, en fait, oui. je suppose. Bon, on peut y aller comme on veut. Après, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, en journée, en ce moment, il y a beaucoup de monde. Moi, je préfère y aller le soir quand c'est un peu plus tranquille. Il y a beaucoup de photographes. Il y a des services de photos de mariage en ce moment. J'imagine. Puisque c'est vraiment magnifique. Il y a aussi une partie à l'intérieur avec plus une zone d'exposition. Enfin, c'est très riche. Et puis, c'est tout un grand parc à côté où il y a aussi une piscine, un terrain de basket, un labyrinthe pour les enfants pour jouer, des jeux, une araignée, un trampoline. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, ce jardin peut faire écho avec le jardin de la résidence de Chiang Kai-shek à Shilin, pas très loin en fait du coup. Et dans ce grand jardin, il y a toute une zone réservée aux roses, différentes variétés. D'accord. Et du coup, je suppose qu'en mars, je ne suis pas allée voir en fait, en mars, ça doit être aussi mis en valeur en fait. Tout à fait. Oui. Probablement, oui. Je ne le connais pas. C'est très agréable à se promener aussi. C'est la bonne période maintenant pour y aller. Tout à fait. Eh bien voilà, on arrive au terme de l'émission d'aujourd'hui. Alors, on a parlé de plusieurs sujets assez variés quand même. Oui. Et c'est donc l'heure de vous dire au revoir. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye.